Cette capsule vidéo introduit les étapes de la compilation C. Depuis l'an passé, vous savez écrire un programme en C, le compiler et l'exécuter. Alors vous écrivez dans un fichier un programme écrit en langage C, par exemple proc.c, puis vous le compilez avec un compilateur nommé GCC en tapant gcc prog.c -o prog, et s'il n'y a pas d'erreur, vous obtenez un fichier exécutable prog. À tout moment, vous pouvez décider de lancer ce fichier exécutable, de l'exécuter. Alors vous tapez /prog et le programme se charge en mémoire et s'exécute. Mais ce fichier dans lequel vous avez écrit votre programme en C et qui a servi de source pour ce fichier exécutable que vous avez obtenu, comment a-t-il été transformé par le compilateur? En quoi cela consiste-t-il de compiler? Comment passer d'un programme en langage C en un fichier binaire contenant tout ce qu'il faut pour pouvoir être exécuté quand on le lance? C'est ce que nous allons voir dans cette capsule vidéo. Lorsqu'on parle de compilation, on pense au processus qui permet de transformer un programme prog.c en un exécutable prog. En fait, la compilation se décompose en 4 étapes distinctes. D'abord, une phase de pré-traitement, puis une phase également nommée compilation et qui est la compilation dans le vrai sens du terme, et ensuite une phase d'assemblage, puis une dernière phase d'édition de liens. C'est l'ensemble de ces phases qu'on regroupe également sous le terme générique de compilation. Afin de pouvoir suivre simplement les étapes, nous travaillerons dans cette capsule vidéo que sur un programme C extrêmement simple, ne faisant ni intervenir de fichiers d'entête, les fameux include fichier.h, et donc ni aucune bibliothèque ou autre fichier objet supplémentaire. Je ne parlerai donc volontairement pas de certains aspects qui seront signalés en grisé et qui concernent l'utilisation d'autres fichiers. Nous reviendrons sur les points manquants dans la capsule vidéo suivante sur la compilation séparée. Partons du code source d'un programme C. C'est ce code source C qu'on va suivre tout au long de cette capsule vidéo, soit le fichier prog.c suivant. 3 variables globales sont déclarées, un pointeur sur la chaîne de caractères bonjour, un anti-NB initialisé à max, max étant une macro définie à 8, et un anti-X. Il y a également 3 fonctions, fonction 0, fonction 1 et fonction 2, déclarées et implémentées. Il y a une fonction principale main, qui appelle les fonctions 1 et 0 et utilise les variables globales. La fonction 0 appelle la fonction 2. Comme dans tout code source, j'ai pu mettre des commentaires divers et mis tout un tas d'instructions dans chacune des fonctions et dans le main. La première étape consiste à nettoyer le fichier, à le préparer et à travailler dessus pour le compiler. Pour cela, une étape de pré-traitement ou de pré-processing a lieu. Il enlève tous les commentaires qui, après tout, ne servent que pour le développeur humain. Il sépare correctement les différents éléments du programme et remplace toutes les macros. Alors pour rappel, une macro, c'est une étiquette qu'on a définie dans un define et qui est remplacée telle quelle par le motif qu'on lui a associé partout dans le reste du programme. Justement, celui qui remplace le macro, c'est ce préprocesseur. Alors ce préprocesseur est la commande cpp. Elle prend un fichier .c écrit par un humain et l'écrit sur la sortie standard sous une forme plus propre pour le compilateur. Il est d'usage d'appeler ce fichier prog.i si le fichier initial s'appelait prog.c. Alors ce fichier .i est un fichier écrit en langage C, c'est juste qu'il a été nettoyé, on dit pré-traité. Donc notre programme prog.c, avec ses commentaires, sa macro max et ses espaces centraux, alors vous voyez ce int et ce x bien séparés, en le passant dans cpp prog.c supérieur pour rediriger la sortie standard vers prog.i, génère ce fichier prog.i. Remarquez que les commentaires ont disparu, que la macro max a été remplacée par son motif 8 et les espaces superflus ont été supprimés. Quelques instructions de pré-processing ont en revanche été ajoutées. Maintenant que le programme C a été nettoyé, on passe à la phase de compilation proprement dit. Compiler, cela veut dire transformer le programme écrit en C en un programme écrit en assembleur. L'assembleur étant un langage très proche de la machine et consistant en des instructions élémentaires travaillant sur des registres mémoire. Vous abordez ce langage dans le module d'architecture des ordinateurs. Alors le compilateur s'appelle CC1. Il se lance avec CC1, le fichier C pré-traité, c'est-à-dire prog.i, -o pour spécifier le fichier de sortie, O comme output, prog.s. Les fichiers écrits en langage assembleur portent usuellement l'extension .s. Voilà donc. Si je reprends mon fichier prog.i de tout à l'heure et que je lance le compilateur CC1 dessus, j'obtiens un fichier écrit entièrement en langage assembleur. Sans rentrer dans les détails de ce langage, on voit qu'il est effectivement très différent du programme C initial.
avec beaucoup d'opérations élémentaires. On distingue toutefois encore le nom de nos variables globales dans cette première partie, mais aussi le nom des fonctions dans ce qui semble être des blocs d'instructions associés à chacune des fonctions, main, fonction 0, fonction 1 et fonction 2. On distingue enfin les appels dans le main, on voit bien les calls vers les fonctions 0 et la fonction 1, et dans la fonction 0, un call vers la fonction 2. Maintenant que notre programme C a été traduit en langage assembleur, il faut l'assembler, c'est-à-dire le transformer en un fichier binaire structuré utilisable par votre système. Ce fichier est appelé un fichier objet. La commande permettant l'assemblage s'appelle AS. Elle prend votre fichier assembleur proc.s et génère dans le fichier de sortie, qu'on précise avec l'option "-o", un fichier objet proc.o. Il y a plusieurs types de formats pour les objets, A.out, cof et elf. À l'heure actuelle, la majorité des systèmes récents de type Unix utilisent le format elf. C'est donc ce dernier que nous utiliserons. Elf est un format de fichier binaire utilisé pour l'enregistrement de code compilé, objet, exécutable et bibliothèque. Donc voilà très globalement la structure d'un fichier objet elf. Il y a des entêtes permettant de donner des informations sur le programme qui est inclus dans cette structure. L'adresse des différentes sections de la structure, l'architecture de la machine pour laquelle le programme a été compilé, et si c'est un programme 32 bits ou 64 bits, etc. Mais aussi l'adresse dans cet objet correspondant au début des instructions à lire, si ce fichier objet contient ce qui correspond à la fonction main. Ensuite vient le code du programme proprement dit. Les instructions assembleurs générées précédemment viennent dans cette section .text. Les constantes utilisées par le programme dans cette section .aerodata. Par exemple, la chaîne bonjour se situe là. En jaune viennent les variables. Il est distingué dans le format objet elf les variables initialisées et les variables non initialisées. Viennent ensuite les informations facultatives de débugage et enfin une table de symboles. Cette table de symboles liste l'ensemble des variables globales du programme ainsi que l'ensemble des fonctions déclarées dans le programme. Chaque entrée de la liste pointe vers l'adresse correspondante dans les sections du code. Pour la suite, on ne parlera plus que de sections de code, sections de données, et tables de symboles et informations de débugage, comme ceci. Si on revient à notre programme proc.s en langage assembleur, celui-ci va être simplement placé dans cette structure. La suite des instructions et les constantes ira dans la section code, les variables iront dans la section de données, et il sera construit une table de symboles où sera listé chaque nom de variable et de fonction. Et pour chacun de ces symboles, l'adresse correspondante dans le code y sera indiquée. Et voilà, cette structure ainsi remplie est ensuite stockée en format binaire pour plus de compacité. Chaque instruction, symbole, etc. étant associée à une suite binaire. Ce fichier ainsi créé est un fichier objet. C'est le fichier proc.o de notre programme initial. Enfin, la dernière étape est l'édition de liens. Il permet de générer un exécutable ou une bibliothèque à partir d'un ou de plusieurs fichiers objets. Nous aurons l'occasion de le voir plus en détail dans la capsule vidéo suivante. Pour notre programme très simple, il va se contenter de générer l'exécutable en spécifiant dans l'entête du fichier objet le point d'entrée, c'est-à-dire l'adresse de la fonction principale de départ, que par convention on nomme main. Pour cela, on tape la commande ld-e, le nom du point d'entrée, c'est-à-dire notre fonction main, le fichier objet.o, -o, le fichier de sortie que l'on veut générer, c'est-à-dire l'exécutable prog. Usuellement, l'exécutable n'a pas d'extension. Au cas où aucun nom d'exécutable n'aurait été précisé, c'est-à-dire si vous n'avez pas spécifié l'option -o et un nom d'exécutable, le fichier exécutable aura par défaut le nom a.out, même si c'est un fichier au format elf. Bien, à présent on se retrouve avec un fichier exécutable dans notre répertoire. Tel quel, il ne fait rien. Alors que peut-on faire avec? L'exécuter. Que veut dire exécuter un programme? C'est demander à ce qu'un processus soit créé avec l'appel system fork, puis charger l'exécutable en mémoire dans ce processus par un appel système nommé exec. Vous verrez en détail la manipulation de fork et d'exec l'an prochain en système d'exploitation. Comment votre exécutable est-il chargé en mémoire? Quasiment tel quel, sans la table des symboles, et avec un espace de travail pour gérer le déroulement des instructions, réserver de la mémoire quand vous faites des mallocs, etc. C'est l'endroit signalé par pile état. Lorsque vous lancez votre exécutable depuis un shell, vous tapez le nom de votre fichier exécutable. Votre shell sait qu'il faut créer un processus dans lequel votre exécutable sera chargé, et votre programme sera ensuite exécuté en suivant toutes les instructions que vous y avez mises. Petit résumé sur les étapes de la compilation. On part d'un fichier contenant les sources du programme écrit en langage C. Ce source est ensuite pré-traité par un préprocesseur pour obtenir le source, toujours écrit en langage C, mais nettoyé. Ce source traité est ensuite compilé, c'est-à-dire traduit en assembleur, un langage proche de la machine. On obtient un fichier objet. Une édition de lien a ensuite lieu
pour générer un exécutable à partir de ce fichier objet. En termes de commande intermédiaire, cela consiste en un préprocesseur, CPP, un compilateur, CC1, un assembleur, AS, un éditeur de liens, LD. Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'apprendre ces commandes par cœur, car le logiciel GCC se charge de les appeler lui-même. Alors GCC supporte plein d'options. Il permet de passer de l'une à l'autre de ces étapes. -E pour pré-traiter le fichier proc.c et en faire un fichier traité proc.i, -S pour compiler le fichier proc.i et en faire un fichier assembleur proc.s, -C pour assembler le fichier proc.s et en faire un fichier objet proc.o, et sans aucune option pour éditer les liens du fichier proc.o et en faire un fichier exécutable prog. Mais GCC, utilisé avec les mêmes options, passe de lui-même par les étapes intermédiaires s'il le faut. Ainsi, en partant du fichier proc.c, si vous demandez à réaliser la commande de compilation pour obtenir le fichier en langage assembleur en utilisant l'option -S, en tapant gcc -S proc.c -o prog.s, GCC se débrouillera tout seul pour passer par l'étape intermédiaire de pré-traitement avant de compiler et vous générer votre fichier au format assembleur. Idem, en tapant gcc-c proc.c, GCC réalisera implicitement cette étape de pré-traitement, puis de compilation avant d'assembler et vous générer ce fichier objet proc.o. Alors les utilisations les plus courantes sont les suivantes. Lorsque vous avez un seul fichier .c, comme ce que vous aviez jusqu'à présent, tapez gcc proc.c-o prog. GCC passera tout seul par les étapes intermédiaires et vous produira le fichier exécutable. C'est d'ailleurs comme cela que vous avez appris à utiliser GCC jusqu'à présent. Dans la compilation séparée, vous aurez à savoir passer votre programme C au fichier objet en utilisant gcc-c, votre fichier .c, -o, votre fichier .o, et à éditer les liens avec gcc, votre fichier .o, -o, votre exécutable. Seules ces commandes sont à retenir véritablement, en ayant bien sûr compris les étapes par lesquelles nous avons dû passer et quelles structures et fichiers ont été manipulés pour arriver jusqu'au fichier objet et au fichier exécutable.